Rencontre. Cette émission rencontre aujourd'hui a pour thème les scouts d'Europe. 2 scouts sont montés à nos studios, nous les remercions. Bonjour et merci d'être là. Avant d'échanger, il serait bon de vous présenter brièvement en donnant votre prénom, votre niveau d'études et votre responsabilité éventuelle au sein du scoutisme. Bonjour, je m'appelle Paul-Henri, je suis actuellement en terminale et je suis chef d'une patrouille de 6 scouts, la patrouille du Loup. Bonjour, je m'appelle Médéric et je suis en première et chef de la patrouille du Chamois. Il serait bon peut-être de donner très rapidement l'organisation des scouts d'Europe par tranche d'âge. Alors, selon la doctrine de Lord Baden-Powell, il y a 3 branches dans le scoutisme. De 8 à 12 ans, c'est le louvetisme, c'est-à-dire que c'est une école de vie qui s'appuie sur le livre de la jungle de Rudyard Kipling et qui apprend à se débrouiller dans la nature. Ensuite, la seconde branche, c'est la branche éclaireur, qui a lieu de 12 à 17 ans et qui concerne des scouts qui ont soif de Dieu et qui ont envie d'en découvrir plus sur servir. Et enfin, il y a la 3e branche, la branche routier, qui a lieu à partir de 18 ans et qui dure toute sa vie. En fait, la branche routier s'oriente vers découvrir sa vocation personnelle et se rapprocher un peu plus de Dieu et de la sainteté. Donc c'est très large et comme nous n'avons que 25 minutes, nous allons nous limiter donc à la tranche d'âge 12-17 ans. Donc les éclaireurs et plus particulièrement donc les garçons. Quand on évoque le scoutisme, on pense en premier au camp d'été. Pendant ces dernières grandes vacances, je pense que vous avez fait le même camp ensemble. Où était-il et combien de temps a-t-il duré? Alors, le dernier camp que nous avons passé était proche de la vallée de la Maurienne, Au lac de la Grande Léchère, et il a duré 17 jours. Quand on va dans un camp, il faut d'abord l'installer. Alors qu'est-ce que vous aviez trouvé de prêt et qu'est-ce qu'il a fallu construire? Il y a une première phase au début du camp qu'on appelle les installations, où nous construisons tout ce dont nous avons besoin pour notre confort. Tout ce qui est construit est en bois. Nous aidons des outils que nous avons à notre disposition, que nous apportons, qui sont scies, hachettes, etc. Nous avons quelquefois la possibilité de couper du bois. La plupart du temps, on nous donne du bois déjà coupé pour pouvoir l'utiliser. Nous construisons à ce moment-là une tente surélevée pour mieux dormir, une table pour pouvoir manger, etc. C'est un moment très important car il nous permet de pouvoir vivre une vie confortable pendant toute la durée du camp. Il y a aussi dans les installations de troupes qui concernent notamment la chapelle, qui est vraiment le lieu le plus important du camp. Oui, peut-être expliquer aux éditeurs la différence entre troupe et patrouille. Alors, une troupe est composée d'environ de 3 à 6 patrouilles qui rassemblent entre 6 et 8 scouts. Ça permet aux chefs de troupe de déléguer les responsabilités à des chefs de patrouille qui, eux, vont transmettre les informations à leurs patrouillards et pouvoir les aider plus facilement. Parmi les nombreuses activités pendant le camp, pouvez-vous nous en présenter 2 ou 3 qui, à vos yeux, ont semblé importantes? Alors, il y a en première partie le grand jeu. Le grand jeu est une activité qui confronte toutes les patrouilles de la troupe et sur une thématique donnée durant toute l'année. C'est un thème choisi par les chefs. Ça peut être un thème historique ou fantastique, mais qui a toujours un lien avec la chrétienté. Et donc ce jeu, donc ça peut être des batailles de foulards, ça met en des techniques physiques ou encore cela peut être du décodage. Sinon, il y a une deuxième activité un peu majeure de ce camp, ce serait les Olympiades. Et les Olympiades sont composées donc de tir à l'arc, d'épreuves de tir à l'arc entre les patrouilles, de lancer de javelot, ou encore du parcours Hébert, ce fameux parcours du combattant pour scout, qui permet de faire une course contre la montre à travers de nombreuses épreuves, du saut d'obstacles, parfois même de la nage.
où il y aurait encore aussi l'exploration. L'exploration, donc souvent a lieu vers la fin du camp, mais cela consiste à partir seul en patrouille pour découvrir la région et pouvoir interroger les personnes croisées en chemin sur leur mode de vie, leur quotidien, et les aider. Vous parliez d'un thème étudié pendant l'année. Alors, quel a été le thème que vous avez utilisé pour le dernier camp? Alors, lors du dernier camp, nous avons un thème sur la résistance. Et cette année? Cette année, c'est un thème plutôt fantastique et qui s'inscrit dans le monde de Tolkien, à savoir un peu le Seigneur des Anneaux. Très bien. Alors, on va parler du camp d'été, mais que fait un scout pendant toute l'année scolaire? L'année scolaire est rythmée par plusieurs activités scouts. Nous avons des week-ends, donc d'à peu près 24 heures le samedi et le dimanche, qui sont des week-ends en patrouille. Nous avons aussi des week-ends en troupe, et puis des week-ends pour former les plus grands de la troupe, qui vont ensuite pouvoir apprendre aux plus jeunes. Les week-ends de patrouille et de troupe sont souvent espacés de 2 à 3 semaines, ainsi que les week-ends de ce qu'on appelle la haute patrouille pour pouvoir former les scouts. Ce qui nous fait environ 3 week-ends par mois pour les plus âgés. Alors la haute patrouille est composée de tous les chefs de patrouille et leurs seconds de toute la troupe. Et ce sont vraiment les piliers de troupe, c'est pourquoi il est très important pour le chef de troupe de pouvoir les former. Pour continuer notre entretien, je vous propose de parcourir avec vous 5 buts du scoutisme, tels qu'ils sont mentionnés dans le très beau site, il faut le citer, Internet, de l'Association des guides et scouts d'Europe. Alors, le premier but est le développement physique, le dépassement de soi. Je crois que c'est bon quand même de s'y arrêter quelques instants, parce que cette première orientation peut effrayer et laisser à penser que pour entrer chez les éclaireurs, il faut être un grand sportif, un solide gaillard. Alors, les efforts physiques exigés sont-ils vraiment pénibles, peut-être insurmontables pour certains? Et avez-vous un exemple où vous avez surmonté une peur? Alors de mon côté, cette peur a eu lieu lors de mon premier camp. En effet, j'avais 12 ans, je venais de rentrer au scout et lors du grand camp d'été, le grand jeu se rythme à travers des phases de jeu de nuit où la patrouille est réveillée subitement par la corne des chefs pendant la nuit. Et je me souviens que ça m'avait bien effrayé d'entendre ce bruit déchirant qui venait nous réveiller d'un coup. Toute la patrouille devait s'activer. Et je me souviens que j'en ai un peu pâti, mais au final, j'ai réussi un peu à m'adapter à ces réveils de nuit et j'ai pu surmonter cette peur. Pour ma part, pendant mon premier camp d'été, nous avions monté la tente surélevée. Malheureusement, nous avions une perche principale qui était trop fine et la tente s'est écroulée au milieu de la nuit, ce qui nous a valu une belle peur, bien que personne ne soit blessé. D'accord pour ces peurs, mais pour les efforts physiques demandés, est-ce que c'est vraiment très dur? Est-ce que vraiment il faut être un sportif? Alors non, puisqu'il ne faut pas oublier que la patrouille scout est censée pouvoir s'entraider. C'est pourquoi le chef de patrouille doit venir aider ses novices pour pouvoir les pousser vers le haut et les aider à se développer non seulement physiquement, mais spirituellement. Et c'est dans cet esprit d'entraide que le scoutisme se base, et c'est pourquoi il ne faut pas penser que le scoutisme, au contraire, serait un peu individuel, et il ne faudrait que compter sur ses capacités physiques. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a de nombreuses épreuves intellectuelles, notamment le décodage, ou encore des ateliers spirituels ou de secourisme, et que pour cela, il ne faut pas vraiment de conditions physiques particulièrement excellentes, mais que n'importe qui, avec un peu de travail, peut réaliser ses efforts. Deuxième but, vous avez répondu d'ailleurs en partie, c'est le sens du concret, l'apprentissage technique. Un éclaireur se voit confier une mission, un poste d'action abrégé PA, qui lui permet de développer ses compétences dans un domaine particulier. Donc, ce qui est bien, c'est que le chef de patrouille lui confie donc des responsabilités. Pouvez-vous donner des postes d'action que vous avez vous-même tenus? Alors, il y a 7 postes d'action. Donc, le poste d'action cuisinier ou intendant. Pionnier, c'est celui qui s'occupe du matériel. Cuisinier, donc celui qui assure l'intendance. Comme je l'ai dit, donc le troisième, c'est messager, celui qui s'occupe du décodage.
Il y a explorateur. Explorateur, c'est celui qui s'occupe de toute la topographie. Il est particulièrement important, notamment pour l'exploration au camp. Mais il y a aussi liturgiste. C'est celui qui rythme les prières de la patrouille toute l'année et dans le camp. Et enfin, il y a le poste d'action bout en train, le 7e poste d'action, qui concerne la bonne humeur de patrouille et les veillées, moment très important dans la vie scout. Donc personnellement, j'ai tenu le poste d'action sportif secouriste, qui consistait à garantir l'hygiène de vie de la patrouille et je gardais la trousse de secours. J'ai également eu le poste d'action topographe ou explorateur à plusieurs reprises. J'ai eu le poste d'action messager ou encore le poste d'action bout en train. Et vous-même, Paul-Henri, quel poste d'action avez-vous eu? Personnellement, j'ai personnellement occupé le poste d'action de messager en charge de la carte pour le camp. J'ai également été sportif secouriste et liturgiste. Et on donne des postes d'action dès le début? Alors, des éclaireurs, à quel âge on peut avoir un poste d'action? Chaque scout dans la patrouille a un poste d'action, une action bien définie. Chacun apporte quelque chose à la patrouille. Donc le novice, quand il entre, a souvent des postes avec moins de responsabilités. Et plus on est grand, plus on a de compétences, plus on peut prendre de responsabilités. Il serait bon de dire quelques mots justement sur la progression. Donc le novice qui va devenir aspirant et qui après va pouvoir dire sa promesse. Exactement. Lorsqu'un novice entre au scout, il prépare tout au long de sa première année la promesse scout qui va lui permettre d'entrer dans cette grande famille des scouts. C'est un moment très important au niveau spirituel, car le scout promet devant Dieu de respecter la loi scout et d'aider en tout ses frères scouts. C'est quelque chose de très important et qui est considéré comme la majeure épreuve de la première année. Ensuite, le scout va pouvoir progresser techniquement par ce qu'on appelle les classes, seconde et première classe, qui valident des niveaux techniques par des badges et des brevets majeurs qui s'obtiennent avec des épreuves. Oui, vous parlez de brevets, effectivement. Donc, l'Association des guides scouts d'Europe délivre même des brevets. Alors, en regardant le site, j'ai vu brevet matelotage et froissatage. Est-ce que vous pourriez expliquer ces deux mots? Alors, le brevet de matelotage concerne tout ce qui est apparenté au nœud, car il est très important pour un scout, que ce soit pour ses explorations ou bien pour ses installations, de savoir bien faire ses nœuds. S'il y a certains nœuds requis, notamment pour les classes ou la promesse, certains peuvent se spécialiser et passer ce badge. Pour le froissartage, c'est un peu différent puisque le froissartage est l'épreuve maîtresse des installations. Le froissartage permet de réaliser la tente surélevée ou encore les tables au moyen des outils sans se servir de ficelles ou de cordes. C'est pourquoi il est très important de se spécialiser, notamment le chef de patrouille, dans cette discipline, puisque cela permet de meilleures installs et un meilleur confort pour le camp. 4e but, l'esprit de service. Alors on le conçoit très bien au sein de la patrouille. On l'imagine plus difficilement à l'échelle de la troupe, puisque de nombreux jeux mettent en compétition les patrouilles. Avez-vous peut-être senti une rivalité entre groupes de scouts? Alors évidemment, que ce soit à l'échelle de la troupe entre les différentes patrouilles ou à l'échelle d'une province ou d'un district entre les différentes troupes, il y a eu de la rivalité. En effet, chacun voulait gagner évidemment, mais le plus important n'est pas de retenir cette rivalité lors du jeu, mais plutôt cette grande réconciliation à la fin du jeu, malgré la défaite ou peut-être malgré les difficultés. Eh bien, tous les scouts se rassemblent ensemble et oublient cette rivalité du jeu. Alors, l'esprit de service dépasse largement la famille scout. Pouvez-vous donner des exemples d'activités au profit de gens pauvres, isolés? Alors, personnellement, avec ma patrouille scout, nous allons cette année faire un défi sim, c'est-à-dire un défi très important pour la patrouille, chez des personnes âgées qui sont seules et isolées. Et nous allons les aider au moyen de jeux et tout ça, pour les divertir. Pour ma part, comme Médéric, je réalise le défi sim. Mon défi sera donc cette année d'aider les plus démunis dans les cités avec l'association Le Rocher, que j'ai déjà réalisé une fois, il y a 2 ans. Peut-être dire quelques mots sur le Rocher? Alors Le Rocher, Vous venez en aide à qui alors?
nous venons en aide aux plus démunis, que ce soit au niveau de soutien scolaire, ils font pas mal de soutien scolaire, ils font juste de l'accompagnement et des rencontres. Il y a aussi des gens qui sont démunis matériellement et qui ont un grand manque de savoir-vivre, donc ils leur apprennent à vivre plus sainement, et ils organisent que ce soit kermesse, etc., pour pouvoir à la fois divertir et les intégrer dans la société. Votre association est européenne. Avez-vous un exemple d'échange entre pays? Alors, il y a quelques années les Eurojam. Les Eurojam rassemblaient des troupes sélectionnées à travers tous les membres de la Fédération du scoutisme européen. Le dernier a eu lieu d'ailleurs en France en 2014. Et si les scouts européens pouvaient se rassembler, c'est devenu de plus en plus compliqué puisque l'essor du mouvement est fulgurant et nous ne pouvons pas organiser des rassemblements trop grands. Néanmoins, si les Eurojam ont quelque peu disparu, il existe encore des échanges entre troupes des différents pays parmi les scouts d'Europe. Enfin, cinquième et dernier but, le sens de Dieu. Comment se traduit-il? Avez-vous régulièrement la visite d'un aumônier? Les membres d'une même patrouille vont-ils parfois à la messe ensemble? Avez-vous des moments de prière en commun, etc. Dans le scoutisme, Dieu est au cœur du scoutisme. En effet, le matin, nous commençons par une prière et nous terminons la journée par une prière. Notre journée entière est rythmée par des prières qui soient la prière du matin, du soir ou des bénicités et grâces au début et à la fin des repas. Nous avons également un aumônier qui suit la troupe et qui vient régulièrement nous voir dans les activités de patrouille ou de troupe, que ce soit pour parler, faire des topos ou nous confesser. C'est une réelle chance que nous avons. Nous allons également à la messe le dimanche, en patrouille ou en troupe selon les activités. Et en conclusion, que diriez-vous à un adolescent qui hésiterait à devenir scout? Alors le scoutisme est une véritable école de vie. On apprend à, comme dirait le pape François, sortir de nos canapés. Cela permet non seulement de se développer soi-même physiquement et spirituellement, mais cela crée un bon esprit, un esprit de service qui est très important dans notre vie de tous les jours, à l'époque même, qui est très important dans notre vie de tous les jours. En effet, puisque Dieu est au cœur du scoutisme, la meilleure façon de se rapprocher de Dieu pour un adolescent serait peut-être de s'engager dans des associations telles que le scoutisme pour le rencontrer ou pour se réconcilier avec lui. Pour terminer, je vais vous demander de réciter tous les deux une prière scout que je partagerai avec les auditeurs de Radio Espérance silencieusement. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Un grand merci à Médéric et à Paul-Henri. Au revoir et merci. C'était Rencontre